Salut à tous, je suis Lamine Gurassi. Retrouvez-moi très vite sur les ondes de la télévision nationale pour Guinéen d'ailleurs. Guinéen d'ailleurs, c'est le magazine conçu et proposé par le service culturel de la télévision nationale. Et je ne serai pas d'ailleurs justement le seul présentateur. J'aurai à mes côtés Mariam, je suis la co-présentatrice de cette émission bimensuelle qui parlera des Guinéens expatriés qui ont réussi peu à peu à gravir les échelons sociaux. Pour agrémenter cette émission, nous avons la rubrique de Nesta. Alors ma rubrique sera consacrée aux artistes venant d'ailleurs, c'est-à-dire des artistes venant aussi bien de chez nous, la Guinée et d'autres pays d'Afrique, que des artistes venant des Antilles, des chanteurs de zouk et pas mal d'autres artistes. Nous effectuerons dans le cadre de cette rubrique différentes interviews dans le monde de la musique justement. Et nous espérons que ces interviews et ces artistes vous plairont et que vous continuerez justement à les soutenir parce qu'ils commencent déjà à faire un petit tabac chez nous. Et la rubrique de Fatoumata. Alors moi c'est Fatou, je présenterai la rubrique mode, people et beauté. Et dans cette rubrique justement je vous parlerai du train de vie des people en vous parlant un peu de leur vie et de leur quotidien. Dans la rubrique mode, je vous parlerai des dernières tendances à Paris. Et puis dans la dernière rubrique, c'est-à-dire la beauté, je vous prodiguerai des conseils de beauté et des astuces pour vous faire belle au quotidien ou pour aller aux fêtes. Donc suivez ma rubrique et vous ne serez pas déçus. Je crois que tout est bien clair et retrouvez-nous très vite sur les ondes de la télévision nationale pour cette nouvelle émission qui s'appelle Guinéens d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce second numéro de Guinéen d'ailleurs. Dans le sommaire de ce magazine ce soir, nous nous intéresserons au parcours d'un monsieur qui réalise des très beaux chiffres d'affaires dans son activité. Il est artisan boulanger à Lemay-sur-Seine en Ile-de-France. Son destin l'a mené à cette activité parce que c'est un fonceur. Ibrahim Abba a réussi à s'imposer dans ce monde très complexe du commerce en France. Son histoire peut être un conte de fées. Aujourd'hui, elle a la tête d'un grand laboratoire cosmétique en France. Elle, c'est Madame Fatou Bakili Plat. Son portrait, c'est dans la deuxième partie de cette émission. Il s'appelle Kangura Dambagatier. Son métier, c'est de faire connaître la musique guinéenne à l'étranger, autrement dit, promoteur de spectacle. Et dans la rubrique mode, people et beauté, Fatou recevra Fatou Bakili pour vous prodiguer quelques conseils et beauté. Et dans la dernière partie de ce magazine, nous retrouverons Nesta dans sa rubrique Artiste d'ailleurs pour une découverte exceptionnelle. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, nous recevrons M. Sorel Keita, président de la coordination des associations guinéennes de France, qui nous dira un peu comment se portent les associations guinéennes de France, et M. Franck Henretard, qui est initiateur du projet Le César de la musique, qui aura lieu le 23 octobre prochain au Casino de Paris. Et pour débuter cette émission, chers téléspectateurs, nous allons nous intéresser à un monsieur d'un parcours exceptionnel. Artisan boulanger à Lemay-sur-Seine, en Ile-de-France, Ibrahim Abba a eu un destin féerique. En effet, Mariam, Ibrahim Abba est originaire de Dongoltouma, en Moine-Guinée. Arrivé en France pour rejoindre son frère afin de poursuivre ses études, il va tout de suite comprendre et se reconvertir. Il suivra une formation afin de devenir boulanger et obtiendra son CAP haut la main avant de se lancer tout de suite dans ce métier qui le réussit à merveille. En France depuis 19 ans, il commencera par se débrouiller comme il le dit avec tout son charisme. Nous avons suivi Monsieur Citoyen du Monde comme on l'appelle à Lemay-sur-Seine pendant une journée dans son entreprise en terminant chez sa famille. C'est un reportage de Lamine Gurassi avec les commentaires de Franck Legendre. Sorti de sa boulangerie, Ibrahim Abba est un homme discret qui se fond dans la foule. Mais dès qu'il est dans son élément, il se transforme. Le regard pétillant, le geste précis, les ordres fusent. Et voilà qu'il mène sa boutique tambour battant, ayant un œil sur la fournée, sur ses apprentis et toujours un mot gentil pour sa clientèle. Ibrahima est comme cela, un homme simple, chaleureux, mais ardent au travail. En l'espace de 3 années, il a ouvert 2 boulangeries au mai, lui qui n'est parti de rien. Son deuxième fournil, c'est dans l'allée de la gare qu'il a choisi de le créer parce qu'il croit en ce quartier. Et les résultats sont là, puisqu'en 6 mois, il aura tout simplement doublé le nombre de pains vendus. Il est comme cela, Ibrahima. Il a des convictions simples et justes. Le travail, la gentillesse de l'accueil et la qualité du produit. Et cela marche. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est du très bon pain et on est des bons clients, on est très satisfaits. Ibrahima est né en République de Guinée en 1969.
Adolescent, il est venu en France rejoindre son frère afin de poursuivre ses études et faire du football. Les circonstances l'ont conduit à délaisser le football pour apprendre le métier de boulanger. Bosseur de tempérament, Ibrahima s'est fait remarquer par son patron, même s'il avait le sang un peu chaud lorsqu'on l'asticotait. Mais son patron a su trouver les mots pour canaliser ce tempérament bouillant et en faire un excellent apprenti à tel point qu'il a obtenu son CAP haut la main. J'ai eu des difficultés au départ, c'est vrai que c'est pas évident quoi. Mais vu qu'ici ils aiment bien quand tu es courageux, hein, quand tu es honnête, déjà moi j'avais en confiance en moi. Parfois c'est difficile à gérer mais bon, ça s'est toujours passé bien parce que moi j'ai confiance en moi. Donc même s'ils me rejetaient, j'ai accepté quand même. Donc j'ai vécu ces périodes-là pendant un petit moment, quoi. Je suis parti tout seul. Hein. Je ne suis pas quand même venu tout de suite. Je n'ai pas eu d'apport personnel tout de suite. Il a fallu que je parte dans le taxi. Je travaille quand même taxi parisien pendant 3 ans pour pouvoir avoir apport personnel. Et puis je suis revenu dans la boulangerie. Donc ça ne m'intéresse pas trop d'associer parce que c'est toujours des embrouilles et tout. Bon, bah, je préfère d'aller tout seul. Comme tout seul, je suis bien parti jusqu'à maintenant. Je n'ai pas eu tellement de difficultés. Et donc voilà, quoi, je suis parti pour l'instant. Le budget du départ, j'ai eu à peu près, on va dire, 45 000 euros. 45 000 euros pour pouvoir démarrer une boulangerie. Depuis cette année 1990, il a fait son chemin. Aujourd'hui, il dirige une équipe de 18 personnes et compte recruter à la rentrée. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait passer 1 an. 1 an? Oui. Vous êtes plutôt satisfaite de votre patron? Comment? Plutôt satisfaite de votre patron? Oui. Combien de clients vous recevez par jour? Je les compte plus, hein. Ah voilà. Centaines par centaines? Oh oui, à mon avis, oui. Dans la journée, oui. Le chiffre d'affaires dans le mois, on va dire, c'est entre on va dire 90 000 euros. Mais moi, d'après tout ce que j'ai souffert et tout, il va falloir que je retourne chez moi. Donc dans un premier temps, je conseille des jeunes d'essayer de continuer à étudier, quoi, à prendre confiance à son pays et essayer d'aider son pays, à tous les autres sortisans qui puissent encore revenir à le pays parce que le pays il a besoin de nous. Et puis éventuellement, moi c'est mon projet quoi, à l'avenir de retourner en Guinée quoi, pour former pas mal de jeunes, comme je fais au Mécécène, notamment à la France. À présent, nous sommes chez lui. Une vraie intégration réussie pour ce monsieur qui a commencé de rien. Cette maison, il l'a achetée et vit avec ses enfants et sa femme. Des projets, il en a plein la tête, car il projette de créer des pâtisseries chez lui en Guinée. Mais pour la Guinée, oui, je pense qu'on va essayer de voir ce qu'on peut, quoi. Moi, quand je me réveille le matin, je suis content de moi, je suis content de mes parents et en même temps de mon éducation. Mes projets dans l'avenir, on va dire, dans un premier temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour la Guinée, hein, dans le futur. Et en même temps, la France, certains, parce qu'on a des difficultés également pour les jeunes étrangers qui sont nés en France, hein, qui viennent me voir souvent, qui veulent encore associer avec moi, hein, que j'ai vu avec monsieur le maire de la commune au Mécécène, hein, à qui j'ai parlé pas mal de choses avec lui quoi, pour pouvoir aider les jeunes. Donc éventuellement, mes projets actuellement, c'est pour voir le mouvement que je pense si ça va changer la Guinée. Hein, donc éventuellement, c'est là-bas d'abord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce reportage Sorel? Écoutez, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est une belle réussite, surtout dans un domaine qui est assez inédit, parce que des artisans boulangers africains de manière générale en France, il y en a très peu, en dehors de l'Afrique du Nord, et guinéens, c'est quasiment rare. Donc je trouve que c'est quelque chose de formidable et que cet homme mérite nos encouragements. Justement. Alors, avant de vous introduire, justement, on rappelle que vous êtes le président de la coordination des associations guinéennes de France, c'est bien ça. Et nous vous avons suivi justement pendant une demi-journée. Regardez et écoutez le portrait de Sorel Keita. À 40 ans, Ibrahima Sorel Keita est professeur de droit à l'université de Villetaneuse et à l'Institut de recherche et de formation à l'action sociale à Évry. Véritable mastodonte du monde associatif, c'est dans ce domaine que ce passionné du social et de la relation à l'autre excelle.
Après avoir fondé à 21 ans le cercle Nelson Mandela, mouvement étudiant luttant contre l'apartheid, il rejoint SOS Racisme en 1988. Les années 90 prolongent son engagement social, c'est aussi la période où il est professeur à la fac de Villetaneuse. Enseignant-chercheur, il se bat pour l'intégration des étudiants étrangers en France. Il anime des écritures et des mobilisations citoyennes dans les quartiers difficiles. Il publie le recueil Banlieue Rhapsody, vendu à plus de 10 000 exemplaires, prouesse rare pour un livre de poésie, salué par le réalisateur noir américain Spike Lee. En 1997, il est membre fondateur de la coordination des associations guinéennes de France et dirige la rédaction des statuts et la mise en place de la coordination. Cette année voit la création de l'une des associations dont il est le plus fier, Banlieue du Monde, dont le but est de promouvoir la solidarité internationale et l'insertion des jeunes. En 2003, il devient président de Banlieue du Monde et réalise tous les ans une quinzaine de chantiers de solidarité en Afrique, notamment en Guinée. Rénovation du collège de Ratoma, construction de l'école primaire de Tamaransi, construction de l'école primaire de Kouroussa, construction d'un terrain de basket à Yataya, don d'équipements sportifs à des fédérations guinéennes d'athlétisme et de judo, organisation de la caravane POP SAE Population Santé Environnement de l'INSAN à l'Elouma, avec l'AGBF, Association guinéenne pour le bien-être familial. L'été 2005, les projets se poursuivent au Mali, au Sénégal, au Maroc, en Algérie et en Guinée à Kindia, Banco, Labé et Conakry. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. À entendre et à regarder votre portrait, on se dit que vous êtes un bolide de travail. D'où vous est venue cette passion du social? C'est une passion, j'allais dire éternelle. Je ne sais pas de quand date cette envie, cette boulimie, mais je pense que ça doit être certainement à rechercher du côté de mes gènes, ou on va dire de mon éducation, parce qu'en fait je viens d'une famille dans laquelle le service vers l'autre, l'échange avec les autres a toujours été une priorité. On nous a appris que donner, c'est recevoir aussi. Et donc moi, j'ai baigné dans cette culture familiale depuis tout petit. Et quand je me suis retrouvé très jeune en France, j'ai eu la chance aussi de me retrouver dans des associations, dans des syndicats. Lorsque j'étais au lycée déjà, j'étais membre de syndicats et associations lycéennes. Et par la suite, à l'université, je me suis retrouvé dirigeant étudiant. Et puis aussi, il y a la réalité quotidienne qui est faite de misère, de pauvreté, de discrimination. Et tout cela m'a touché particulièrement et m'a obligé à m'engager dans le social. Pour les autres, justement. Alors, depuis combien de temps vous résidez en France pour les téléspectateurs, bien sûr, qui ne vous connaissent pas? Depuis une vingtaine d'années, on va dire depuis bientôt 25 ans, même carrément. Parce que comme je le disais tantôt, j'ai eu la chance d'arriver très jeune ici en France et de poursuivre mes études, de vivre aussi en famille, puisque j'avais une bonne partie de ma famille qui vivait ici. Et donc cette circonstance m'a permis une grande ouverture d'esprit. J'avais déjà les bases de la tradition et de la culture africaine, et ces bases se sont enrichies avec l'ouverture occidentale. Son histoire peut être un conte de fées, une vie de rêve pour toutes les femmes. En effet, Mariam, Madame Fatou Plat, d'origine guinéenne, est doctoresse en pharmacie et en chimie. Son expertise dans le domaine des plantes, alliée à sa connaissance des cheveux, donneront au bout de 7 ans naissance à une gamme de soins dédiés aux cheveux frisés, crépus et défrisés. Plus tard, en 2001, ce sera au tour du visage de disposer d'une ligne de soins. Largement diffusés, les produits phytospécifiques sont disponibles dans les pharmacies et grands magasins, en France et auprès de distributeurs agréés aux Antilles, mais aussi en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Madame Fatou Plat nous a reçus pendant une demi-journée. Voici une femme libre dans son quotidien et c'est un reportage de Fatou. Le docteur Fatou Bathily Plat est originaire de la Guinée-Conakry. C'est dans ce pays qu'elle a suivi une formation de 5 ans en pharmacie à l'université et a été reçue docteur en pharmacie. À Conakry, elle travaille comme chercheur en phytochimie au Laboratoire national de recherche et développement. Au début des années 80, elle se rend en France pour parfaire sa formation et obtient le diplôme de docteur d'État ES Sciences pharmaceutiques. Par la suite, elle sera lauréate de l'Académie nationale de pharmacie de France.
Après avoir travaillé dans plusieurs laboratoires en recherche pharmaceutique, en cosmétique et biochimie, elle rejoint les laboratoires Phytosolba d'Ales Group. L'expertise dans le domaine des plantes alliées à la connaissance du cheveu donneront, au bout de 7 ans, naissance à une gamme de soins dédiés aux cheveux frisés, crépus et défrisés, la gamme phytospécifique. Les femmes noires disposent ainsi depuis 1998 de produits capillaires de grande qualité et depuis peu d'une gamme de soins du visage. Nous sommes à présent à Beson, en région parisienne, la ville où est implanté l'un des laboratoires du groupe Alès. À notre arrivée, c'est Madame Fatoupla qui nous reçoit en personne pour une visite guidée. Voilà, nous sommes ici au sein des laboratoires Phytosolba. Nous sommes conçus et développés tous les produits de la gamme des différentes sociétés d'Alès Group. D'accord. Voilà, je vais vous montrer voilà, les appareils que nous utilisons. Oui. Voilà. Donc pour la conception de chaque produit, nous partons de matières premières bien spécifiques, choisies et pour leur activité et les propriétés que nous souhaitons obtenir. Donc ces matières premières sont travaillées afin d'obtenir une forme de polémique au choix en fonction de la cible que nous souhaitons atteindre, soit des produits de soins pour les cheveux ou alors des produits de soins pour la peau, du visage ou du corps. D'accord. Donc nous partons toujours d'échantillons de matières premières et nous utilisons des appareils qui permettent de réaliser donc, toutes les formes galéniques. Nous utilisons beaucoup de plantes parce que les produits de la gamme phyto, que ce soit phytospécifique, secret professionnel, donc tous ces produits contiennent des actifs d'origine naturelle, surtout des actifs végétaux. Surtout des actifs végétaux. Nous fabriquons la plupart de nos extraits végétaux et nous cultivons même quelques plantes. Nous sommes en train de préparer des cocktails d'une plante. Tous vos produits sont à base de plantes. Oui, tous nos produits, tous les actifs contenus dans nos produits sont d'origine naturelle et principalement des extraits végétaux. D'où le nom phyto. Voilà, phyto, voilà. Comment s'est faite votre rencontre avec le groupe Phytosolba? En 1990, j'ai rencontré M. Patrick Alès, fondateur, président, directeur général de Alès Group et créateur de la phytothérapie qui signifie le soin des cheveux par les plantes. Et M. Alès cherchait un chercheur spécialisé donc, en phytochimie et pour pouvoir donc l'aider et contribuer dans le développement et la création des produits cosmétiques élaborés à base de plantes. Fort du succès des produits qu'elle a conçus, nous avons eu la possibilité de rencontrer le professeur Patrick Alès qui nous a donné quelques éléments de réponse sur le groupe Alès dont il est le fondateur. Bien maintenant, nous avons créé une entreprise qui a 8 filiales dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, enfin dans différents endroits, et où nous avons 750 employés, alors qu'au départ, nous avions un seul employé. Et j'ai eu la chance de rencontrer Madame Fatoupla, qui est une éminente scientifique. Elle est pharmacienne, elle est ingénieure, elle a en plus des idées tout à fait extraordinaires. Elle a cette finesse et cette démarche qui convient tout à fait parfaitement avec les cheveux frisés. Fatoupla, également aidée par une autre jeune femme qui est martiniquaise, et qui est aussi une très grande créatrice au point de vue produit, eh bien nous avons fait phytospécifique. Le chiffre d'affaires est aujourd'hui de l'ordre de 152 millions d'euros pour l'année 2005. Cette année, nous sommes en progression. Je pense que nous ferons sensiblement plus. Ce que j'apprécie chez Fatou, c'est qu'elle connaît beaucoup de choses sur les plantes. Comme moi aussi j'ai l'occasion de travailler avec des plantes, j'ai l'occasion de souvent aller la voir et puis lui demander
des renseignements sur l'intérêt de tel ou tel plan, de tel ou tel actif. Voilà. Écoutez, c'est quelqu'un de très agréable, qui connaît son métier et qui s'occupe essentiellement des produits afro et spécialement des produits pour les Noirs. Avec un chiffre d'affaires de plus de 152 millions d'euros en 2005, le groupe Alès, en créant les produits phytospécifiques, a su satisfaire à la demande des femmes noires et métissées en matière de produits capillaires. Plus tard, en 2001, ce sera au tour du visage de disposer d'une ligne de soins. Alors que le marché de l'ethno-cosmétique attire de plus en plus les grandes entreprises, le groupe Alès est un pionnier non seulement par son savoir-faire dans le domaine des plantes, mais surtout pour avoir très tôt su proposer des soins adaptés aux peaux et aux cheveux des femmes noires et métissées. Largement diffusés, les produits phytospécifiques sont disponibles dans les pharmacies et grands magasins en France et auprès des distributeurs agréés aux Antilles, mais aussi en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Alors Franck, on a vu le reportage sur Madame Fatou Plat, qui est d'origine guinéenne, on rappelle, et aussi, il paraîtrait qu'il y a une Martiniquaise, justement, parce que dans le reportage, on voit Patrick Alès qui parle d'une Martiniquaise. D'où, je vais dire, est-ce que vous avez une petite connaissance sur l'Afrique et tout ça? Oh oui, disons que j'ai une connaissance, disons, déjà, moi je ne renie pas mes origines africaines de toute façon. Ouais. Bon, j'ai une connaissance africaine parce que bon, bah, je suis un peu l'actualité à travers la télé. Mais c'est vrai que j'ai jamais vécu dans un pays en Afrique pour voir comment ça se donne. Mais ça viendra un jour. Mais surtout que bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a une similitude entre ce qui se passe au niveau du reportage et l'événement qu'on va produire, c'est qu'il y a une unité entre les Noirs, c'est-à-dire les Noirs originaires, on va dire les Noirs africains, et les Noirs des Antilles. C'est-à-dire que bon, bah, on fait une distinction, mais bon, Noir c'est Noir. Bien sûr, on aura le temps d'en parler tout à l'heure dans la rubrique de Nesta pour que vous puissiez nous en dire plus sur cet événement, justement. Voilà. Alors, comment faites-vous, Sorel? Parce que dans votre portrait, on a vu un peu que vous êtes très engagé sur le terrain en Guinée, chez vous, et tout ce qui s'ensuit. Donc, comment vous faites pour obtenir les subventions? Ben, en se battant, rien n'est facile. Là-bas, ici, c'est le même combat. Nous efforçons déjà de faire des dossiers bien faits, bien rédigés, de monter des projets. Nous avons une certaine compétence en la matière parce que nous travaillons dans le secteur associatif depuis de nombreuses années. Donc au fur et à mesure, on acquiert des réflexes, des procédures, des moyens de faire. Donc là, nous avons des partenariats assez importants avec les institutions françaises, notamment avec la région Île-de-France, qui est un de nos principaux bailleurs. Mais nous travaillons aussi avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération, avec les collectivités locales françaises, qui aussi nous aident. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait des jumelages qui se font entre des collectivités locales, départements, communes et régions françaises et des collectivités locales guinéennes. Voilà, donc c'est tout simplement le travail et le travail. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que le Bureau de la coordination des associations guinéennes de France ne se casse pas la tête à la question de savoir s'il y a entente parfaite et échange entre les différentes associations? Oui, c'est une remarque intéressante, mais en réalité, sans fausse modestie, je vais dire que mon élection à la tête de la coordination a permis de lancer une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie unité, un vrai rassemblement de la communauté guinéenne, parce que moi-même, je n'étais pas demandeur pour diriger cette coordination. Ce sont les anciens de la communauté et un certain nombre d'associations qui sont venus me voir et qui m'ont interpellé pour que je prenne mes responsabilités et que je m'implique pour que la cohésion sociale des Guinéens de France et puis aussi le dynamisme des associations se fasse mieux. Et moi, après réflexion, bien entendu, j'ai accepté de me lancer dans cette bataille. Et aujourd'hui, on peut dire que la communauté qui, dans le passé, connaissait quelques petits soucis d'unité, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est apaisée et qu'elle est même rassemblée autour de la coordination des associations guinéennes de France. Quels sont les futurs projets dans les valises que vous envisagez pour la Guinée? Ben, c'est toujours pareil, on continuera de faire des projets de solidarité. Donc cet été, nous avons un certain nombre d'associations qui viennent dans le cadre de la coordination, que la coordination
a soutenu pour qu'ils obtiennent des subventions, notamment. On a un projet sur Kindia avec l'association Monguingan. Nous avons des projets sur Sigiri avec Badenia, sur Cancan avec Face aux Demain et Agissons Ensemble. Nous avons des projets sur Conakry même aussi, avec l'association Le Cri, avec toutes ces associations-là pour tout simplement apporter notre contribution de Guinéens d'ailleurs vers notre pays pour montrer que Guinéens d'ailleurs, pour nous, c'est Guinéens tout simplement. Point. Voilà. Alors, quels sont vos rapports justement avec SOS Racisme? Parce que hier, je vous ai suivi, vous étiez là en train de participer à un débat. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les rapports justement avec cet organisme? Moi, je suis un des dirigeants de SOS Racisme, voilà. Donc mais c'est aussi intéressant parce que la coordination n'est pas en vase clos. C'est pas une structure qui fonctionne qu'avec des Guinéens. Nous, on a décidé de s'ouvrir aussi aux grands mouvements français, comme l'association SOS Racisme, comme Banlieue du Monde, qui est un de nos partenaires privilégiés, que j'ai la chance de diriger par la même occasion. Et donc SOS Racisme, on estime que c'est, en tout cas pour moi, c'est une des associations les plus actives sur le terrain autour des questions de discrimination et de racisme. Voilà, bon, je travaille avec eux, notamment sur tous les dossiers liés aux problèmes que nos compatriotes peuvent subir en France, les problèmes de papier, les problèmes de discrimination. SOS Racisme nous apporte à travers son pôle d'avocats, parce que SOS Racisme a un pôle d'une centaine d'avocats qui travaillent avec cette association. Donc nous, on a par ce biais-là l'occasion de toucher des avocats à moindre coût et de pouvoir soutenir les associations guinéennes, mais aussi les compatriotes guinéens et au-delà les Africains et les étrangers qui seraient victimes des lois répressives que nous avons de plus en plus en ce moment en France. Kandoura Dambaraté était mordu des artistes, normal dirait l'autre, car il est lui-même griot de père en fils. En France depuis une quinzaine d'années, il est aujourd'hui un promoteur aguerri des spectacles en France. Depuis 5 ans, beaucoup de musiciens guinéens lui doivent leur venue en France. Aboubacar De Diaby, Sambali Diabaté, Mamadouba Batafon, Moussa Kofoué, pour ne citer qu'eux, sont passés par lui pour des spectacles grandioses qui ont eu lieu à Paris et dans certaines provinces françaises. Malgré quelques déceptions de certains de ces artistes, il n'a pas baissé les bras pour la musique guinéenne. Reportage. Nous sommes dans le 18e arrondissement à Paris, l'endroit où nous avons croisé Kandoura Dambaraté, venu ce matin acheter des journaux pour prendre des nouvelles du pays. Je suis venu, je fouille de voir des livres. Bon, alors je prends ça, parce que c'est instructif et puis c'est un sage peul. Ouais. Mais voilà, je me rappelle une de ses paroles, il dit... Un peul sans troupeau, c'est un roi sans couronne. Nous sommes à présent à Saint-Denis, la ville où il organise souvent ses spectacles, l'endroit où se trouve aussi le Stade de France. Je produis des artistes guinéens, maliens ou un peu quand j'organise des concerts. En cours du chemin, nous avons rencontré Mama Diabaté, l'héritière à qui nous avons demandé ses impressions sur Monsieur Diabaté. Je vais donner le conseil à les artistes. Je suis Kamel, parce que c'est une bonne personne. Il bosse pour la Guinée et pour tous les pays du monde aussi, et pour tous les artistes guinéens. Avec Kamel, c'est la joie au quotidien, gentille et cool. Bonsoir Fatou. Bonsoir Mariam. Très heureuse de te retrouver dans ce second numéro. Qu'est-ce que tu as à nous proposer dans ta rubrique beauté? Alors ma rubrique beauté aujourd'hui est exclusive car nous avons le privilège et l'honneur d'avoir sur notre plateau le docteur Bathily Pla. Elle va nous faire aujourd'hui le plaisir de répondre à nos questions et nous donner quelques conseils sur l'entretien quotidien de nos cheveux. Elle va nous présenter sa gamme de produits capillaires phytospécifiques dont elle est la conceptrice et qui fait un tabac en France et ailleurs auprès de la communauté afro-antillaise. Bonjour docteur. Bonjour. Ravie de vous avoir parmi nous. Je suis sûre que nos téléspectatrices seraient heureuses d'avoir quelques conseils et astuces de beauté venant de vous. Merci de m'avoir invitée. Donc, avant de proposer quelques conseils, je souhaiterais avant tout vous parler brièvement des spécificités du cheveu crépus frisé, ce qui permettra de comprendre les soins
à lui apporter. Donc le cheveu crépus frisé est un cheveu sec, terne, avec un cuir chevelu sec. La cause est la faible sécrétion de sébum. Le sébum est une substance qui est produite par les glandes sébacées au niveau du follicule pileux et qui est déversée au niveau du cuir chevelu. Donc, il lubrifie le cuir chevelu et le cheveu. Le cheveu crépus frisé est un cheveu poreux, difficile à démêler. Ceci est dû à l'absence du film hydrolipidique qui a pour rôle de le protéger et de maintenir son humidité naturelle. Ce cheveu est cassant, il est fragile parce qu'il présente un diamètre irrégulier avec des zones étroites que l'on appelle des zones d'étranglement où il est fragilisé, donc où il se casse facilement. Pour l'entretien du cheveu crépus et frisé, il est souhaitable d'utiliser un avant-shampoing, un shampoing, un après-shampoing et un coiffant. L'avant-shampoing en général est un bain d'huile. Il est suivi donc d'un shampoing. Ce shampoing doit être choisi en fonction de la texture et de l'état de santé du cheveu. Après le shampoing, il est nécessaire d'appliquer un après-shampoing, qu'il soit sous forme de lait ou de crème, c'est souvent une émulsion. Cet après-shampoing est posé sur le cheveu, essoré après le shampoing. Son temps de pose varie en fonction de la porosité du cheveu. Enfin, on utilise un coiffant. Le coiffant a pour rôle de faciliter donc, la coiffure, mais aussi d'hydrater le cheveu, de le protéger et de lui apporter de la brillance. D'accord. Quels sont selon vous les facteurs qui entraînent la chute du cheveu africain? Alors je voudrais dire avant tout que nous perdons tous quelques cheveux par jour, c'est tout à fait normal. La moyenne est d'environ 50 cheveux, tout simplement parce que le cheveu a un cycle de vie en 3 phases. La première phase, c'est la phase de fabrication du cheveu, suivie d'une phase de repos et d'une phase d'élimination qui est compensée par une repousse équivalente. Donc, chez les hommes, les chutes de cheveux sont d'origine androgénétique, c'est-à-dire liées à l'hormone mâle. Chez les femmes, les chutes sont ponctuelles ou chroniques. Les causes sont diverses. Ce sont soit le stress, la fatigue, les carences alimentaires, les modifications hormonales survenant après la grossesse et à la ménopause, les maladies et également l'agression de l'environnement. J'ai une bonne nouvelle à annoncer aux fans de la charmante Adia Kouyaté. Elle a accouché le 18 juin dernier d'un beau petit garçon prénommé Lansana. Le petit est en bonne santé et les parents sont heureux. Puisqu'une bonne nouvelle ne vient pas sans une autre, Amadou Sonia vient de terminer son nouvel album, produit et mixé par Silla Productions et bientôt dans les bacs. Faisons un petit détour chez les stars américaines. Après 10 mois de détention, la rappeuse Lil Kim vient d'être libérée. Elle était incarcérée au Centre fédéral de Philadelphie pour parjure et entrave à la justice. Malgré sa libération anticipée le 26 juin dernier, Lil Kim devrait rester 30 jours à son domicile. Naomi Campbell est de nouveau dans la tourmente. L'ex-star des podiums vient d'être accusée par ses femmes de ménage d'agression. La plainte déposée devant la Cour supérieure de Manhattan fait état d'agression physique et de harcèlement moral survenu au milieu de l'année dernière. Le mannequin britannique, une habituée du banc des accusés, pourrait être condamné à payer une somme rondelette en compensation du préjudice subi. Pour conclure ma rubrique, je vous propose un accessoire incontournable pour toutes vos sorties. Pour briller en soirée, je vous conseille aujourd'hui d'accompagner vos décolletés ou vos bustiers du sautoir que vous mettrez autour du cou. Il ajoutera une touche glamour et raffinée à votre tenue, comme sur cette photo de Kelly ou de Beyoncé, et d'Améry ou de Brandy. Et pour finir cette émission, chers téléspectateurs, nous allons retrouver notre Miss Nesta, qui a bien sûr quelques découvertes aujourd'hui à nous faire. En effet, Lamine Keïcha est un artiste aux multiples facettes. Vous ne tarderez pas à le découvrir. Il semble avoir la tête sur les épaules en dépit de son succès grandiose.
Il faut savoir que Keïcha a réussi à conquérir la plupart des continents du globe. Lors de l'entrevue, il a délivré un bon nombre de conseils tournés essentiellement vers les jeunes talents qui souhaiteraient intégrer le monde de la musique. Avant de vous diffuser l'interview, nous vous proposons de découvrir le portrait de ce très grand artiste à travers cette biographie. Salut, c'est Keïcha, je suis dans Guinéen d'ailleurs et je vous embrasse tous. Keïcha a vu le jour en 1974 en Afrique centrale sur le sol de l'actuelle République démocratique du Congo. Très tôt, il parcourt le monde à cheval entre les 5 continents, d'où son surnom de Worldwide Chico. Citoyen du monde, il parle 6 langues et est l'exemple parfait d'un savant mélange de kizomba, rumba, zouglou, zouk, calypso, R&B et hip-hop. Tout le monde se souvient du fameux Bounce Baby en 1998 qui reprenait un sample de Kassav, Oulé ou encore du titre On dit quoi, fredonné dans les boîtes de nuit du monde entier, du langoureux Fiona qui se passe de tout commentaire ou encore du récent Jusqu'à fatiguer, sensation afro de l'été 2005. Celui que l'on définit déjà comme le futur de la musique afro-caribéenne a donc fait ses preuves en menant sa carrière avec succès, mais aussi en collaborant sur divers projets avec les plus grands artistes de la scène afro-caribéenne. Aujourd'hui à la tête du label Sushiro, il produit à son tour de jeunes artistes et participe activement à leur explosion discographique. La chaîne musicale MTV vient, en quelque sorte, de reconnaître le travail accompli par ce compositeur de génie en le nominant pour les MTV Europe Music Awards 2005 dans la catégorie Meilleur artiste africain. Seul artiste francophone en lice, l'African Bohemian semble avoir ses chances. Alors Keïcha, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans le monde de la musique? Rien. J'y étais à la naissance. Voilà. Je me suis réveillé, je chantais. Parle-nous un peu de ton parcours, enfin tes débuts, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans cet univers? Écoute, depuis très petit, je regardais Michael Jackson, Stevie Wonder et compagnie et voilà, j'avais envie de chanter, puis j'inventais des trucs, je jouais avec des casseroles, ça faisait de la musique, c'était sympa, donc au fur et à mesure que le temps est passé, c'est devenu des vrais instruments. Et tu jouais avec des instrus, des vrais aussi à côté? Bon, au début, je jouais avec des casseroles et puis après, j'ai commencé à beaucoup faire du synthé, de la musique électronique, des trucs d'ordinateur, tout ça. Ah, d'accord. Tu as toujours fait du zouk ou tu faisais d'autres styles de musique Enfin, pourquoi as-tu choisi le zouk? J'ai pas choisi le zouk en fait, moi je fais de tout. Je fais ce qui me passe par la tête. Mais c'est vrai que les morceaux de zouk que j'ai fait ont tellement marché qu'on a l'impression que je fais que ça, mais on va dire que peut-être que je le fais bien, mais à la base, moi je fais autant du zouk, du rap, de la musique afro, du reggaeton, n'importe. Moi je fais juste ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête maintenant. C'est vrai qu'après les gens vont préférer dans un style ou dans l'autre. C'est vrai que les morceaux de zouk, c'est pas vraiment zouk parce que je mélange ça avec de la musique africaine et du R&B. Mais cette fusion-là, les gens aiment beaucoup, effectivement. Effectivement, tu as raison là-dessus. Au fait, Keïcha, ton prénom signifie quelque chose? Keïcha. Harmonie de l'esprit. Tu es un artiste multiple, à la fois chanteur, compositeur, producteur, j'ai fait les pattes, pagailleur. Est-ce que tu n'as pas trop l'impression parfois d'en faire un peu trop? Je pense que dans la vie, il faut se faire plaisir. Et il ne faut pas se donner de limites. Je crois que les seules limites, c'est le temps qui nous est imparti sur Terre. Et à part ça, faut se faire plaisir, il faut vraiment aller... je crois que si on s'arrêtait à toujours faire la même chose, on finirait par s'ennuyer, quoi. Et moi, j'aime bien faire de nouvelles choses tout le temps, même des styles musicaux, j'aime bien changer tout le temps parce que sinon je m'ennuie, j'ai l'impression de faire la même chose tout le temps. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai une démarche artistique. Et puis il y a des choses comme ça, je sais pas, faire des clips par exemple, maintenant je réalise des clips. C'était parce que j'avais pas de réalisateur sous la main, je me suis dit tiens je vais essayer et puis finalement ça s'est bien passé, donc hop, une corde de plus à moi. Et quelle est ta casquette préférée dans toutes ces casquettes que tu utilises? Père de famille. Tu as été nominé au MTV Europe Awards. Seul artiste francophone. Seul artiste francophone, ah ouais. Africain. Tu devais vraiment être heureux ce jour-là. Dis-nous ce que tu as ressenti ce jour-là quand on t'a nominé dans cette catégorie-là. Je me suis senti victorieux presque. C'est-à-dire la victoire n'était pas d'être gagnant quelque part, mais de pouvoir être
le seul artiste francophone à être arrivé aussi haut. Première année d'existence des MTV Europe Awards, première ouverture à l'Afrique plutôt, d'être le seul artiste francophone et en plus africain nominé, c'est un grand honneur, surtout en plus après avoir gagné 3 Cora. Oui, effectivement. C'est qu'on se dit que finalement, tous les jaloux qui parlent n'ont qu'à parler. Quoi. Comme on dit si bien, les jaloux vont maigrir. Je crois qu'ils sont vraiment fins, c'est tout. Alors d'où te vient ce surnom de Worldwide Chico? En fait, depuis que je suis petit, je voyage. Je vais de pays en pays, de ville en ville. J'ai parlé aux femmes de toutes les couleurs. Et voilà, donc j'essaie de mettre le pied au moins une fois sur chaque territoire de cette terre. Et donc Worldwide et Chico comme le petit garçon. Donc, voilà. D'accord. Et sinon, le fait d'avoir voyagé dans autant de pays depuis tout petit, tu penses que ça a été un avantage dans ta carrière? Ah oui, ça m'enrichit énormément par rapport à beaucoup de gens. Il m'arrive de parler à des artistes, que ce soit de coupé décalé ou de zouk ou de rap, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont très étroits dans leur esprit. Parce que finalement, ils ne cherchent pas à aller plus loin que là où ils sont, ils ne cherchent pas à voir plus loin. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune talent qui aimerait se lancer dans la musique? Je pense que si on croit en soi et qu'on va dans une direction, il faut vraiment y aller jusqu'au bout. Et surtout quand on trébuche ou quand on tombe, juste apprendre à se relever et continuer tout droit. Et il faut vraiment savoir faire un travail de fourmi, c'est-à-dire même si on arrive à avoir 10 disques, où on enregistre dans sa cave des CD qu'on grave soi-même, après partir chanter et les vendre, même si c'est 1 euro ou 2 euros, c'est comme ça qu'on commence. C'est apprendre à faire les choses un pas devant l'autre et être très patient. Merci aux fans de faire de moi ce que je suis, où qu'ils soient dans le monde. Et à l'encontre de ceux qui sont en Guinée, un gros bisou virtuel pour l'instant. Ou alors je lui fais à lui, elle vous le passera. Voilà. Et j'espère pouvoir vous le faire en vrai quand je serai chez vous. Ainsi s'achève notre rubrique Artistes d'ailleurs. C'était moi. On était très contents de vous avoir eu dans notre émission. Et maintenant, on va vous lancer un clip. De Keïcha. C'est moi. Si tu veux de moi. Si tu veux
te fous de ma gueule, ça fait longtemps que je suis là et j'ai attendu comme un con pendant des heures. Guinéen d'ailleurs, tu te fous de ma gueule, c'est plan galère sous plan galère. Pourtant je suis toujours à l'heure, ouais. Artiste d'ailleurs, Méni, hey yo, bientôt dans le prochain numéro. Guinéen d'ailleurs, artiste d'ailleurs. Je suis dans mon cœur. Tu étais sur répondeur toute la soirée. Tu te fous de ma gueule, ça fait longtemps que je suis là et j'ai attendu comme un con pendant des heures. Tu te fous de ma gueule. Nous disons merci à Nesta pour ce beau reportage. Alors Nesta, j'imagine aussi que vous êtes aujourd'hui très bien accompagné car vous receviez Franck Areta, qui est justement l'initiateur du projet Les Césaires de la musique qui aura lieu le 23 octobre prochain, c'est ça? En effet, le lundi 23 octobre 2006 au Casino de Paris se tiendra la première édition de la cérémonie de remise des prix Les Césaires de la musique. Cérémonie ayant pour objectif premier de promouvoir les musiques, artistes et différentes personnalités. Cette initiative rend hommage et bénéficie du soutien d'un grand homme de la communauté martiniquaise, M. Aimé Césaire. Il est par ailleurs présidé par le président de la République, Jacques Chirac. Sur ce plateau, nous recevons M. Franck Enretard, concepteur et initiateur du projet. Bonjour M. Enretard. Oui, bonjour. Au fait, M. Aimé Césaire n'est pas seulement un grand Martiniquais, mais c'est un grand homme de la communauté noire, de la communauté noire internationale. Alors, M. Enretard, comment se passent les préparatifs à 3 mois de la cérémonie? Ben, au fait, ça se passe très bien. Là, on est au niveau de la programmation artistique. C'est-à-dire là, on fait après avoir fait les nominations, le site internet est prêt, il est en ligne. Là, on est au choix des artistes. Bien que tous les artistes sont déjà, on va dire, avertis, là, on fait le choix artistique dans les 78 nominations que nous avons faites. Les Césaires de la musique, pourquoi ce nom? Ah, au fait, cette cérémonie, ce concept, c'est pour récompenser les artistes et les personnalités de la diaspora, dans son ensemble, la diaspora noire francophone. Et au fait, le nom est venu comme ça, c'est un enchantement. Au fait, il n'y a pas de recherche marketing, disons, ouais, machin. Le nom de Césaire est venu, tout de suite. Alors, ce qui fait, et en plus, ça tombe bien parce que cette personne fait la passerelle entre l'Afrique et les Antilles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que par rapport à cette cérémonie et tout, aux cérémonies, qu'il y a des artistes africains invités et tout? Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a des artistes africains invités, il y a aussi des artistes africains aussi nominés. Il y a par exemple Akedengue qui est du Gabon, on a Kofi Olomide, on a Wewasson, on a aussi une franco-ivoirienne qui s'appelle Tia. Au fait, bon, il y a quand même pas mal d'artistes africains. Il y a des artistes qui ont des origines africaines, qui ont exilé, qui habitent soit au Canada, soit aux États-Unis, par exemple. Je pense à Corneille. Voilà quoi. Et puis il y a des artistes afro-antillais qui sont nominés. Et aussi, en fait, c'est toute la diaspora. Il y a l'Afrique, il y a l'océan Indien, il y a l'Océanie, c'est-à-dire le Pacifique. Il y a des artistes de Nouvelle-Calédonie, de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, l'île Maurice. En fait, c'est toute la diaspora et aussi Haïti, la communauté haïtienne. La sélection est basée par rapport justement aux artistes qui ont déjà fait leurs appoints dans ce milieu et tout ça? Non, en fait, il y a un mélange des deux. Il y a un mélange entre générations. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 10 ans en tant qu'artistes. Il y a aussi la nouvelle génération. En fait, c'est un relais. En fait. Il y a des gens, bon, ça fait plus de 10 ans qui sont là. Bon, ces gens-là, en fait, au sein de la communauté, quand même, c'était une référence. Il y a aussi de nouveaux artistes qui veulent aller de l'avant et on espère pour eux qu'ils aient une carrière nationale ou mieux internationale. Sinon, vous ne travaillez pas avec d'artistes venant d'Afrique, enfin, de présentateurs, animateurs, enfin, il n'y a personne dans l'équipe Non, il n'y a personne dans l'équipe. Et quelles sont vos attentes, votre principal objectif à travers ce projet? Au fait, déjà créer un rapport de force entre notre musique et les autres musiques. Et aussi, parce qu'on a une musique, parce que, bon, la musique, disons, au niveau des médias français, on a une évasion de la musique américaine. Et je trouve que quelque part, sans être chauvin, mais bon, je pense que nos artistes de la communauté peuvent servir de barrage, c'est-à-dire de référence, et aussi on peut les exposer parce qu'ils ont une musique qualitative. On veut aussi dynamiser un secteur économique parce qu'on regarde en ce moment, le marché de la musique ne va pas très fort et tout ce qui tourne autour. En fait, la musique, lorsqu'on vend la musique, on vend son pays, on vend aussi, comment on appelle ça, le tourisme. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui tournent autour de la musique.
Je vous remercie, monsieur. On vous souhaite une réussite pour la cérémonie qui se déroulera le 23 octobre 2006. Le 23 octobre 2006 au Casino de Paris. Je vous remercie de m'avoir accordé cette audience et puis j'espère que toute la communauté sera réunie autour de cet événement qui se veut être pérenne au fait. D'accord. Et vous avez une dédicace pour les Guinéens? Oui, une dédicace pour les Guinéens. Peut-être que mes ancêtres étaient Guinéens. Pourquoi pas. Et puis, non, c'est une dédicace pour les Guinéens. Et puis aussi, j'espère que justement que les Guinéens ont l'occasion, j'espère, de voir ces cérémonies. Je sais pas, j'espère qu'une télé pourra diffuser cet événement en Guinée. Nesta, merci. Merci à toi. Et on se reprend la semaine prochaine. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, pour continuer et pour en finir, nous allons nous retourner à notre Sorel. Je vous rappelle justement qu'il sera désormais le consultant de cette émission. Alors Sorel, la dernière fois, j'étais avec, dans le premier numéro, on était avec l'ambassadeur. Je lui ai posé la question à savoir un peu justement les conseils qu'il pourrait prodiguer aux jeunes de Guinée qui veulent, pourquoi pas, un jour venir en France et puis tenter leur chance, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ces jeunes qui nous regardent justement en ce moment à la télévision nationale? Moi, tout d'abord, c'est de leur dire de savoir pourquoi ils viennent en France déjà, de bien identifier la raison pour laquelle ils viennent en France. D'autre part, je pense qu'il faut se préparer, il faut s'informer sur les procédures, les formalités pour venir en France. Et puis surtout, il faut se garder de tomber dans le panneau de tous ces vendeurs de rêves, de tous ces, je dirais même, de ces escrocs qui, à coût de millions et de millions de francs guinéens, leur promettent l'Eldorado, et plutôt aller vers l'ambassade de France et se renseigner sur les procédures pour venir en France, en particulier les étudiants. Aujourd'hui, il y a possibilité, même sans être issu d'une famille très riche, de pouvoir, en récupérant tout simplement un dossier d'inscription à l'ambassade de France, pouvoir essayer de contacter quelques universités. La coordination bientôt organise un salon de l'étudiant à Conakry. J'allais venir sur la question. Ça sera justement l'occasion de donner le maximum d'informations et de conseils à ces jeunes Guinéens qui viennent en France et qui, pour la plupart, en tout cas d'après nos expériences à nous au sein de la coordination, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans des désillusions. Et donc nous, pour éviter cela, nous serons à Conakry au mois d'octobre-novembre pour tenir ce salon-là qui sera un événement important pour éviter tous les drames qu'on rencontre aujourd'hui. Et c'est la